Mais oui, d'abord, il faut souligner une anecdote. J'ai été élu il y a une trentaine d'années dans une commune du nord de l'agglomération parisienne, commune dont les maires sont communistes depuis la fin de la guerre. Et la foudre est tombée sur l'église. Et à un moment donné, on a évoqué, non pas dans le rapport officiel, mais dans la séance, cette idée que, comme la foudre était déjà tombée il y a 135 ans, fallait-il vraiment reconstruire l'église au même endroit. Je crois d'ailleurs que le curé, qui était un personnage assez pittoresque, avait travaillé dans le milieu des prostituées. Mes questions, c'est de francophone enfin entre francophones, parce que vous venez de Genève. J'ai remarqué deux choses. Une non-traduction. À l'instant, Sustainable Development, vous ne le traduisez pas. Alors que, comme c'est l'ONU, le français est aussi une langue dans cette question de développement durable. Et puis, personnellement, l'arrivée du risque, l'arrivée du concept de risque est quand même très liée à un auteur allemand, Ulrich Beck, des risques of Gesellschaft, qui a été traduit, Dominique, qui a été traduit un peu plus tard, enfin, comme d'habitude, avec 10 ans ou 15 ans de retard en France. Traduire les concepts, là, c'est un peu pas une vraie coquetterie, parce que le mot soutenable, je le trouve absolument indigeste en langue française. Mais c'est vrai qu'il faudrait trouver des expressions. Pour Ulrich Beck, et le concept de risque, la société du risque, évidemment, dans tout ce que j'ai dit à la fin de mon exposé un peu rapidement, est quand même marqué par cette idée qui a été développée par Ulrich Beck, qui veut que dans nos sociétés, le risque n'est plus extérieur, mais le risque est inhérent au fonctionnement de notre société. Une chose que donc vous faites bien de le rappeler. Ce que je n'ai pas eu le temps de dire non plus, c'est que, en insistant sur l'émergence du concept de risque ou la diffusion du concept de risque à partir des années 70, c'est qu'évidemment le mot risque était déjà utilisé auparavant, notamment dans les assurances. Dans le domaine des assurances, on utilise le mot risque depuis le XVIIIe siècle. Excusez-moi d'avoir été un peu rapide là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que la diffusion de ce mot en dehors du secteur assurantiel vers tous les domaines de la vie sociale, puisqu'on emploie risque avec un adjectif pour dire énormément de choses, et ça, c'est évidemment récent. Et que le mot risque lui-même, son origine étymologique est intéressante, même si elle est très disputée. Le risque, ça vient d'un mot qui signifie le récif, l'écueil. Donc c'est un mot du langage maritime à l'origine. Et les assurances se sont développées d'abord dans le domaine du transport maritime. Donc toutes les choses ont une certaine cohérence, et effectivement il faut replacer, comme vous suggérez, les concepts dans leur temps et dans leur contexte. Oui, bonjour. Moi j'ai une question par rapport à ce qu'on voit émerger aujourd'hui en termes de faute humaine, je dirais, par rapport effectivement par exemple au climat. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à ce que vous avez montré il y a plusieurs siècles sur cette notion de rétribution, avec le fait que c'est plus Dieu qui se venge de péchés que l'homme aurait commis, mais de la nature qui se venge de péchés technologiques que l'homme aurait commis. Et le climat serait de cette forme rétributive que vous avez bien montré il y a plusieurs siècles. À un niveau métaphorique, je suis d'accord avec vous, mais pas sur une interprétation littérale de ce que vous venez de dire. À un niveau métaphorique, il est évident que la science aujourd'hui est rattrapée par le religieux et qu'il y a des parentés avec le premier modèle, dans le sens où on revient, où on réactualise les grands mythes, notamment l'Apocalypse, le déluge, parce qu'on est peut-être dans un temps où ça ne sera pas après moi le déluge, mais c'est aujourd'hui le déluge. Alors ce qui est intéressant, c'est l'utilisation d'un vocabulaire qui avait disparu et qui est un vocabulaire religieux. C'est-à-dire
aujourd'hui, on retrouve dans les explications scientifiques l'utilisation de ce vocabulaire connoté. Par exemple, on désigne une sorte d'immoralité écologique dans lequel le grand péché, parce qu'on utilise à nouveau ce terme, le péché écologique, c'est d'être un pollueur, alors que autrefois, le péché par excellence, c'était l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, le péché par excellence de nos sociétés, c'est l'immoralité écologique. Et on retrouve les mêmes images religieuses, les mêmes métaphores religieuses, quand on parle de l'irréversibilité des changements et des évolutions, on se réfère au fond à la damnation éternelle. La damnation éternelle était irréversible. Aujourd'hui, l'évolution vers la catastrophe du climat et des questions environnementales est également irréversible. Mais heureusement, on a des assurances. Et les assurances remplacent ce qu'autrefois on appelait les indulgences. Et le terme apparaît dans la presse. On vous parle d'indulgence environnementale. Si vous achetez des quotas d'émissions de CO2, en quelque sorte, vous achetez des indulgences environnementales comme on le faisait au XVIe siècle. On achetait des indulgences par rapport à la damnation, par rapport au paradis. Et dernière chose, exactement ce que vous venez de dire, heureusement qu'on peut obtenir le pardon de temps en temps de nos fautes, parce que les systèmes technologiques peuvent pardonner certaines de nos erreurs. Et c'est le cas quotidiennement dans un avion. Un pilote d'avion fait chaque jour des erreurs de pilotage. Mais heureusement, il y a des dispositifs technologiques qui corrigent et qui pardonnent ces erreurs, sinon la plupart des avions s'écraseraient. J'étais intéressée par une réflexion qui a été faite justement lors de la séance qui était sur les questions assurantielles, où un des intervenants a défini le risque comme... Alors là, c'était évidemment le point de vue des assurances. Le risque, c'est quelque chose de connu qu'on peut calculer. Et qui renvoyait par contre la précaution, le principe de précaution, ça s'applique à l'inconnu, aux choses qui sont complètement incertaines et qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas vraiment définir. Oui, c'est absolument ça le dilemme dans lequel on se trouve. On a des outils qui permettent de mesurer le risque, de fixer des fourchettes dans lesquelles un aléa peut évidemment rencontrer une vulnérabilité, causer une catastrophe. On peut mesurer. Mais pour la plupart des domaines aujourd'hui, que ce soit dans le domaine des éventuelles catastrophes naturelles ou des catastrophes technologiques, on est dans l'incertitude, donc on ne peut rien mesurer du tout. On ne peut plus rien cartographier non plus. Dans le domaine du risque, c'est ou bien on calcule ou bien on cartographie. On rend visible le risque. Et en rendant visible le risque par la cartographie et par le calcul, on a un outil formidable de mise à distance du risque qui fait qu'on on éloigne l'incertitude. Mais quand on ne peut pas faire ça, alors l'incertitude demeure. Et elle est d'autant plus, l'inquiétude est d'autant plus grande dans ce cas. Et c'est au fond l'actualité de nos sociétés contemporaines. Merci vivement pour votre intervention qui était passionnante. Je reviens un instant à la dimension historique que vous nous avez merveilleusement tissée. Vous nous disiez qu'il y avait des vocabulaires qui avaient disparu, et je me disais en même temps qu'il y avait aussi des vocabulaires qui n'étaient pas réapparus. Et je pensais en particulier à celui des anciens autour de la notion de prudence, la phronésis. Et je me disais que c'était curieux qu'à un moment ou à un autre, ni la société moderne, celle que vous avez qualifiée d'assurantielle, ni la société postmoderne, holocidaire, n'avait recouru
à aucun moment à cette notion de prudence. Parce qu'il est possible, je dis bien possible, mais c'est une question que je vous pose, que nous ayons pu à ce moment-là envisager des sortes de guides sociaux autour de la notion de prudence qui se situeraient entre des situations d'imprudence et des situations de précautionnisme. Aujourd'hui, il arrive à certains de dire que nous faisons un excès de précaution pour certaines choses, quand d'autres estiment que non, nous sommes encore dans des situations d'imprudence. J'ai le sentiment que ce guide de la prudence n'a pas percolé ni au XIXe ni au XXe siècle. Et je me demandais pourquoi. Avez-vous une explication? Effectivement, j'ai jamais trouvé de réflexion sur cette thématique, mais en vous entendant, je me disais que la réflexion sur la précaution était très proche d'une réflexion sur la prudence, et qu'évidemment à l'opposé de la réflexion sur le risque. Le fait est que la plupart des comportements, alors si on en vient là à des comportements individuels plutôt, des comportements individuels qui se développent dans un contexte qui favorise à l'extrême le risque, puisqu'il y a des tas de pratiques sociales aujourd'hui qui étaient complètement inconnues dans les siècles passés et qui valorisent justement la prise de risque individuelle, ne serait-ce que dans le sport, par exemple. On est face à des modes de vie où on fait des choses qui auraient paru complètement déraisonnables et complètement folles il y a 50 ans. Et ça, je pense que c'est quand même lié à la mise en place de cette société assurantielle qui fait que tout est contrôlé, tout est contrôlable, tout est maîtrisable. Tout est sous contrôle, cette expression canonique qu'on a tellement de fois utilisée et entendue. Tout est sous contrôle. Mais en fait, rien n'est plus sous contrôle tant les systèmes techniques sont devenus interdépendants, interconnectés et donc d'autant plus vulnérables. Est-ce que c'est une initiative de scientifiques ou de militants scientifiques qui ont eu un impact sur des structures politiques, ou est-ce que c'est une démarche inverse, c'est-à-dire que le CIRAMA serait dû à une initiative politique? Chaque catastrophe naturelle, finalement, est une opportunité qui se présente pour essayer de reconstruire. Il y a des dommages, ça nécessite des reconstructions, et que, en l'absence de préparation de cette reconstruction, inévitablement, trop souvent, on va reconstruire à l'identique. Et on ne prend pas acte de ces erreurs passées. Et l'idée, c'est, on voit dans l'idéal, il faudrait essayer de préparer tous les territoires avant que ces événements se produisent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les catastrophes se succèdent et à chaque fois, on n'a pas pris le recul nécessaire pour essayer de préparer la reconstruction. Et donc l'idée, c'est d'essayer, bien évidemment, de faire tout le possible, tout notre possible pour essayer de mieux se préparer avant un événement, mais on pense que c'est également très important qu'à l'avenir, une politique publique émerge sur la préparation de la reconstruction. Et l'idée, c'est d'essayer, on porte au CIRAMA, qui est du scientifisme un peu... on milite pour ça, en tout cas, auprès du ministère de l'Environnement, pour qu'ensemble, nous réfléchissions à préparer les territoires à la reconstruction des futures catastrophes qui vont les impacter inévitablement. On voudrait arrêter qu'à chaque catastrophe, on passe à côté de cette occasion qui nous est donnée de devoir reconstruire et de peut-être essayer de reconstruire. Je voudrais revenir sur les notions de risque et de danger. Il se trouve que quand vous êtes dans le milieu de la sécurité au travail, il y a une façon qui est assez utile de discuter le problème. C'est justement dire qu'un danger, si on prend la radioactivité, objectivement c'est un danger, mais ce qui compte c'est ce que la personne ou
qui va se passer, c'est le risque. Et donc en fait, c'est le croisement du risque par le danger, donc finalement une probabilité, qui compte. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être extrêmement dangereux, mais pas du tout risqué dans la mesure où vous êtes très loin d'une centrale nucléaire, ou, etc. Voilà. Donc je voulais que vous éclaircissiez éventuellement ça. Il faudrait faire un tableau en relief ou en une dimension, je dirais même, enfin au moins en 3 dimensions, par rapport aux pratiques, évidemment. Bon. C'est sûr que s'il y a tel risque, ceci, cela, etc., qui est répertorié tout, et que vous n'êtes pas à l'endroit où il a lieu, ben, bien sûr, vous n'êtes pas en danger. Bon, bien sûr. Bon. Mais dans ce cas, il faudrait raisonner population par population. Et à un moment donné, vous n'arriverez plus, parce qu'il y a une population qui se superpose à un même endroit. C'est-à-dire le gars qui habite, le gars qui travaille, le gars qui vient là pour ses loisirs, en week-end ou je ne sais pas quoi, et ils ne courent pas les mêmes dangers. Par contre, on dira qu'il y a les mêmes risques ou les mêmes sources de risques. C'est pour ça, j'avoue que le mot aléa me fatigue beaucoup, parce qu'il y a un tas de cas où il n'y a pas d'aléa du tout. C'est-à-dire que les choses sont sûres et certaines. Ou un degré de probabilité tellement élevé qu'employer le mot aléa, pour un statisticien ou un probabiliste, le mot n'a plus d'usage, si vous voulez. Si la fréquence est très élevée, on est assez proche d'une certitude, donc là on ne parle pas d'aléa, on ne parle pas de hasard. On parle de hasard que quand l'incertitude est plutôt élevée. D'ailleurs, ça me fait penser, j'enchaîne là-dessus si vous voulez, on a un peu trop tendance à raisonner en termes complètement binaires. D'un côté la prévention, de l'autre côté la précaution. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse opposer ces deux termes. Parce que de toute façon, la précaution fait partie de la prévention, c'est évident. Tout à l'heure, quelqu'un parlait du mot de prudence. Il est assez regrettable qu'on ne l'emploie plus. Je l'ai employé en 2004 dans un colloque que j'avais dirigé, où je disais il faudrait peut-être repenser en termes de prudence. On ne peut pas dire que j'étais très suivi, mais c'était ça, parce que tout le monde n'est pas philosophe, donc tout le monde n'a pas lu Aristote, et tout le monde ne connaît pas Aphrodite, etc. J'ai répondu un peu trop longuement. Est-ce qu'on connaît, lorsque vous avez travaillé pour une mission pour essayer de travailler sur les politiques publiques qui pourraient être des bonnes politiques publiques de prévention, j'imagine que vous avez regardé ce qui se passait dans les autres pays. Est-ce qu'il y a des pays qui ont été innovants et qui peuvent servir de modèle dans ce domaine de politique publique de prévention? C'est une question d'actualisation. Monsieur Joannick, dans son texte écrit, il marque l'actualité de la reconstruction des petites Antilles montre la difficulté de concilier reconstruire vite et reconstruire bien. Actuellement, est-ce qu'on peut dire que ça part bien? Est-ce qu'il y a un progrès? Moi j'ai une question par rapport aux anticipations de risques. On voit actuellement sur la recherche sur l'informatique quantique, on ne sait pas si on arrivera un jour à faire un ordinateur quantique ou pas, mais il y a déjà des gens qui estiment qu'il y a un risque probable sur la sécurité des transactions financières avec tous les systèmes cryptographiques, et donc qui anticipent le développement d'algorithmes anti-quantiques. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si la menace va arriver ou si elle existera de façon cachée dans un service secret quelconque, avec une éventuelle apparition réelle, avérée, ouverte ou cachée de ces ordinateurs quantiques, mais on se prépare quand même, on anticipe au cas où. Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est la question des risques croisés. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a des risques par rapport aux inondations, beaucoup de risques déjà préidentifiés. Et en fait, que ce soit à Fukushima ou même des risques liés au climat sur les réacteurs nucléaires français, du fait de l'élévation de la température des cours d'eau, et donc d'une difficulté de refroidissement en fait, de nos réacteurs, on aura un risque potentiel. Et donc là, on est complètement lié sur des risques croisés entre température, inondation, etc. etc. Et ça milite en faveur de ce ministère global, si j'ai bien compris, qui était une idée évoquée. Les deux orateurs, quelle est la sensibilité, quel est l'accueil, quelle est la prise en considération aussi tant des organismes publics, INSERM, CNRS, etc., sur une thématique qui serait peut-être à définir de façon qui permettrait une prise en considération aussi bien des organismes. Et puis la deuxième prise en considération, je dirais, c'est la population des scientifiques à ce propos. D'expérience personnelle, ça a peut-être évolué,
mais la prise en considération du risque, je parlerai du risque chimique pour lequel nous avons milité, on s'affronte à une espèce d'indifférence, on s'affrontait à une espèce d'indifférence à l'égard de ces problèmes. Donc je retourne à la question en disant, à l'heure actuelle, quelle est la sensibilité de la communauté scientifique par rapport à une thématique à définir par rapport à votre troisième point de vos propositions d'orientation. Commencer. Alors la toute première question sur les politiques publiques dans des pays étrangers. Il y a des choses intéressantes à aller regarder, bien évidemment, dans notre pays. Chaque pays a ses spécificités. Enfin, je regarde notamment, par exemple, sur la question des inondations, on essaie de mettre en place à l'échelle de l'Europe un peu une politique publique commune pour essayer de mieux gérer les inondations. On voit que ça se confronte à de nombreuses difficultés, car chaque pays a sa propre culture du risque, a ses propres systèmes d'organisation. Monsieur Juffet, justement, présentait un peu comment notre ministère qui est en charge de la prévention des risques a un peu organisé et les difficultés auxquelles il s'est heurté pour mettre en place ces politiques. On peut rencontrer, je pense, des difficultés similaires dans tous les pays européens. Et du coup, essayer de mettre en musique tout ça à l'échelle de l'Europe peut devenir extrêmement complexe. Mais individuellement, dans chacun des pays, je pense qu'il y a des bonnes pratiques à retirer. On peut par exemple aller voir aux Pays-Bas comment est-ce qu'ils essaient d'anticiper la montée des eaux et essayer justement de faire le choix entre des sites stratégiques qu'ils vont choisir de protéger à tout prix, quoi qu'il arrive, et d'autres endroits où ils vont décider de plutôt laisser plus de place à l'eau et d'essayer de construire en tenant compte qu'à l'avenir, sûrement, un certain nombre de ces territoires vont peut-être se retrouver momentanément inondés, submergés, et ils essaient de tenir compte, de faire un compromis entre les deux. Il y a des choses intéressantes à chercher là-dedans. Je n'ai pas fait beaucoup de pays, je pense que par contre on a beaucoup à se nourrir en allant regarder ce qui se passe autre part. Et sur la deuxième question qui est sur comment essayer de reconstruire vite et reconstruire bien, c'est l'objectif, c'est ce qu'on voudrait faire. On voit que rapidement, suite à une catastrophe, en fait, les esprits sont marqués par cette catastrophe. Et on a une opportunité pour essayer de prendre des décisions et mettre en place des projets un peu nouveaux, innovants, de grande ampleur, que l'on ne pourra sûrement pas refaire quelques années après. Et donc c'est vraiment une temporalité à savoir exploiter, saisir, pour pouvoir essayer de mettre en place des choses qu'on ne pourra pas faire à l'avenir, car nos sociétés sont sensibilisées pendant cette période au risque. Je me souviens de la première présentation de la matinée avec un regard historique qui concluait en disant que dans nos anciennes sociétés, on avait l'expérience des catastrophes. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'anticipation. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on oublie les risques auxquels on est confronté, on n'a plus cette expérience, et on est confronté à tellement de risques qu'on a tendance à être perdu. Et du coup, on est plutôt dans une logique à essayer de vouloir tout anticiper, mais on a oublié que il y a plein d'événements qui peuvent nous arriver, les événements historiques qui ont impacté nos territoires, on ne les connaît plus, ça peut être lié à plein de choses. Aujourd'hui, on est dans des situations où les sociétés sont beaucoup plus mobiles. Moi-même, j'ai fait sûrement, je suis jeune pourtant, mais j'ai fait 10 déménagements déjà, et chacun de ces territoires, est-ce que j'ai bien connu les risques sur lesquels, qui étaient confrontés dans les endroits dans lesquels j'ai habité, je ne sais pas. J'ai sûrement habité dans des secteurs inondables, dans des secteurs soumis à des risques industriels, j'en avais aucune idée, et c'est l'expérience de ces territoires, on connaît moins nos territoires, on connaît moins nos risques. Comme j'ai oublié les autres questions, ça m'en gêne un peu, mais il y en avait une sur, j'ai retenu la dernière, mais tu m'en rappelleras en quelques minutes peut-être. C'était à propos de l'impact, 2011, c'est quoi, Fukushima, c'est ça? J'étais, pas au cœur de Fukushima, Dieu merci, mais au cœur des gens qui travaillaient. On a fait un colloque d'ailleurs, la FSL là-dessus. On n'avait rien moins que M. Hussard, qui à l'époque était président de
IASN, je pense, Lacoste, qui était le président de l'autorité de sûreté nucléaire, donc on avait quand même des gens qui connaissaient Niel, qui était son DG, etc. Tout ça étant des copains, soit de Bourrier, qui étant... c'est lui qui a créé la notion de risque majeur en France, qui a fait créer le premier dégueurisme majeur. Enfin, je dis ça pour lui rendre hommage, parce que le meilleur d'entre nous, c'est Bourrier. C'est pas moi, ni Machin, ni Truc, ni Agadet, ni autre. Et donc, on a monté ce colloque. Donc, c'était ses copains, parce que le corps des mines est quand même assez petit. Et donc, les acteurs étaient là. Alors, ils avaient dit quand même deux choses importantes. C'est que, un, on n'était pas à l'abri de ce genre de menaces en Europe dans les 20 années qui venaient. C'était fort. Hein. C'est oublié complètement, plus personne n'en parle. Mais ça reste vrai. Je veux dire, les centrales sont toujours là. On a très peu fermé depuis. Donc on est à nouveau. Bon. Donc ils disent qu'il y a un accident majeur à ce niveau-là qui arrive en Europe. Il y a de bonnes chances. Alors ils n'ont pas chiffré, ils ne sont pas stupides. Mais ils ont dit qu'il y a de bonnes chances que. Alors qu'on pensait qu'il n'y avait aucune chance que. Vous voyez, on pensait qu'il y en avait 0,1 ou 10 ou 5. Non, pour eux, c'est du bonne chance que, c'est du 40-50%. Donc on peut s'attendre à de jolis lendemains chez nous en Europe. Bon, peut-être que ce coup-là, ça mettra fin au nucléaire aussi. Je ne sais pas du tout, je ne veux pas prévoir. Alors, autre impact, effectivement. Alors, dans ce milieu-là, on a beaucoup travaillé, effectivement. Ces organismes se sont renouvelés, se sont améliorés, etc. Je ne vais pas les vanter, parce que je connais leurs dirigeants, donc je n'ai pas de raison de dire du mal, du bien d'eux. Bon. Par contre, ça n'a pas rayonné sur autre chose. On a pu dire, tiens, mais peut-être que sur d'autres types de catastrophes importantes, on pourrait peut-être se mettre à réfléchir, et pas simplement de manière linéaire, qu'est-ce qui se passe avant, pendant et après. Ben, ça, c'est très linéaire, aussi. C'est des aspects que je n'ai pas développés. Par contre, on a été noyé par quoi? Depuis 2010, 12 et notamment 15. D'après vous, quelle est la catastrophe majeure dont on parle tout le temps, qui dépasse toutes les autres, qui est la mère de toutes les autres? Essayez de deviner. Tout le monde le sait. Le climat. Le climat a remplacé et occupé tout le reste. Pour moi, ça fait partie des 10 ou 15 problèmes majeurs de l'époque, mais pas plus. Personne n'a relevé qu'à la fin de mon exposé, j'avais mis un arbre. Je regrette que vous n'ayez pas relevé. Parce que je pense que sauver les arbres, je ne suis pas forestier, je le précise tout de suite. Enfin, je suis propriétaire de forêt, mais je ne suis pas forestier. C'est plus important que tout le reste, parce que les arbres, c'est lié à la biodiversité, c'est lié au climat, c'est lié aux inondations. Je parle des arbres partout, les arbres en ville, les arbres à la campagne, les arbres, les forêts primaires, tout ce que vous voulez, les arbres en général. Bon. C'est lié à la survie des animaux. Enfin, je pourrais parler 5 heures, si j'avais su, je serais venu parler que des arbres, mais je n'ai pas été assez malin pour y penser. Ça, c'est très important, c'est majeur, parce que c'est... Ou l'eau, l'eau. De toute façon, l'arbre et l'eau, ça va ensemble, parce que s'il n'y avait pas d'arbres qui émettent dans l'atmosphère des particules à partir de leurs feuilles, etc., ben, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de pluie du tout, mais il y en aurait beaucoup moins. Ou elle serait bien encore plus aléatoire qu'elles sont aujourd'hui. Bon. Donc ça y est, j'ai fait un petit speech sur l'arbre, mais bon, vous voyez, la question du climat, avec en plus cette catastrophe qui a été la conférence de Paris, de la COP 21, c'était, je crois, parce que je suis un peu au l'année, c'est tenu à Paris, il n'y a pas eu d'accord du tout, je vous signale. Il y a eu un soi-disant accord possible, qui n'est toujours pas signé par plus de 55% des pays émetteurs, etc., etc. Donc il n'est pas signé, en fait. On a fait croire qu'il était signé parce que Cocorico, etc. Bon. Donc non seulement c'est occultant, mais en plus, parce que du coup la biodiversité c'est un élément du climat, les migrations c'est un élément du climat, en fait tout devient climat. Vous voyez, bon. Et en plus, la pire des stupidités, pour quelqu'un qui a un minimum de formation scientifique, ou même qui n'en a pas, comme moi, c'est de dire il faut stopper à 2%. On dirait du Coluche, vous voyez, bon, on va stopper à 2% l'augmentation du climat. Bon. Mais je pense que même à l'école primaire, on comprend que ça ne tient pas debout, enfin, au lycée, disons. Bon. Et bien ça ne fait rien, on proclame ça du matin au soir. Bon. Vous voyez, donc, autrement dit, l'arborescence, si j'ose dire, des politiques publiques pour discuter de tout type de catastrophes, dangers, etc., n'existe pas. Il y a un truc qu'on appelle majeur qui est le climat, tout le reste est minoré jusqu'au jour où on aura quelque chose de très important qui se produira dans un autre domaine, des inondations par exemple beaucoup plus massives que celles qu'il y a aujourd'hui, ou des tsunamis beaucoup plus importants, et là on dira c'est l'eau, enfin, vous voyez, bon, et ainsi de suite. Alors à propos de l'eau, justement, bon, je n'ai pas voulu en parler du tout, puisqu'il y a eu un très bon exposé avant là-dessus,
Mais en France, vous me démentirez si je me trompe, on estime en gros, au point de vue volume financier, coût, etc., que 90% des catastrophes sont liées aux inondations, aux submersions, même pas aux inondations tout court. Bon. On estime, c'est-à-dire des gens de mon ministère ou ailleurs, etc. Je dis mon ministère, mais je ne plus. Bon. Et vous savez, la phrase la plus connue, la plus répandue, c'est qui nous fait le plus rire, enfin c'est un rire un peu jaune aussi, hein, c'est « Ah, on n'avait jamais vu ça ». Bon. Y compris quand la précédente catastrophe, par exemple dans le Var, dans le Gard, dans la Somme ou dans les... le Var est très doué pour ça, je veux dire encore plus que le Gard, on n'avait jamais vu ça. Quelque chose qui s'est produit 10 ans avant. C'est une conclusion horrible pour moi, ça veut dire, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire l'effacement, là il faudrait faire tout un colloque sur comment peut-on perdre autant la mémoire. Il se trouve que, bon, en ce moment, je travaille plus d'ailleurs sur ce problème-là que pas de risque et catastrophe, parce que j'ai un ami qui dirige un site, enfin, peu importe, bon, qui s'appelle Nouvel Web, et entre les affabulations sur l'intelligence artificielle, le cerveau augmenté, etc., et la réalité des progrès qu'on peut faire, donc y compris en avance, en attaque, en protection, etc., il est très difficile de démêler, parce que je ne sais pas si un jour il y aura un ordinateur quantique, et même si ça a un sens de parler d'un ordinateur quantique, parce que tout est quantique, bon, ou Yann Mollet, si on peut. Donc, il y a peut-être des menaces possibles, mais je crois que là, on est vraiment dans le virtuel au sens où eux-mêmes l'emploient, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui va vraiment se produire, qu'est-ce qui ne va pas se produire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du... Comment ça s'appelle? C'est la coiffe? Non, c'est pas la coiffe, c'est la résine plutôt. La résie cérébrale, vous voyez, on va implanter à quelqu'un, on va dire, une résie de 10 000 ou 20 000 ou 5 000, peu importe, petit implant neuronaux, et la mémoire des gens sera augmentée de 30%, et leur QI de 50%. Là, il va y avoir qui vous tombe, parce que ça n'a ni queue ni tête. Ça, c'est monsieur Elon Musk, vous en entendez parler, j'imagine. Bon, le spécialiste des fusées et du train souterrain qui va rouler à 1200 km/h. C'est un pré-industriel. Mais un tas de gens marchent là-dedans. Enfin, vraiment, on va augmenter la mémoire et l'intelligence, et le QI en plus, il y a un truc qui a ni queue ni tête. Hein. Bon, on le sait depuis fort longtemps. C'est pour ça que je ne réponds pas vraiment à votre question, si vous voulez, mais pour le moment, je suis beaucoup plus soucieux de catastrophes, de biodiversité, de nucléaire, de chimie. Vous avez parlé de chimie tout à l'heure. Vous voyez que les risques chimiques, on en parle à peine, alors qu'ils sont beaucoup plus importants que les risques nucléaires aujourd'hui, en termes de dangerosité réelle. Hein. On est sans arrêt soumis à la pollution chimique. Là aussi, on en parle à peine. Alors c'est peut-être dû au lobby agro-industriel et pétrochimique, ou je ne sais pas quoi, mais je suis pas assez, je m'en rends pas bien compte, si vous voulez. On en parle très très peu. On en parle sans arrêt, mais sur un mode mineur. On ne parle pas comme un danger extrêmement important, le risque chimique, qui est à mon avis le premier sur Terre aujourd'hui. Merci. Et je voudrais vous poser une question sur plutôt au niveau politique et les gens vis-à-vis de la prévention. Et en fait, que les gens puissent avoir conscience et participent en fait pour la prévention. Parce que je pense ici qu'on a plus l'habitude des précautions, c'est plutôt l'État. Et cependant, qu'on pensait que dans des pays en voie de développement où ils ont beaucoup de catastrophes naturelles, cependant ici on oublie pour certaines choses, je pense, où nous sommes ici pour la prévention, avec l'implication ou la participation des gens. Merci. Et je prends un autre. Donc, je préférais répondre tout de suite à ça, parce que sinon j'allais oublier. C'est un aspect majeur, dont effectivement, je suis arrivé en retard, mais je n'ai pas le sentiment qu'on ait beaucoup parlé ce matin, et c'est dommage, parce qu'effectivement, si les populations, on peut entrer dans la définition très élaborée de population, c'est effectivement des gens qui vivent dans un quartier, une ville, un village, un département, une région, etc., un pays, etc. Bon. Il se trouve qu'il y a 5 ans, nous avions, avec l'UNESCO, nous quand j'étais à l'association, à l'FPCN, toute une étude sur catastrophes et les droits de l'homme. Or, ce qui sortait en premier, effectivement, c'était ça, c'est que les populations concernées sont en général pas bien averties, mais surtout, on ne les mobilise pas en tant qu'acteurs.
Sauf à quelques endroits. Par exemple, au Brésil, j'ai oublié, hein, ça a 5-6 ans, donc je vous dis, moi j'ai une mémoire qui s'efface très vite, mais on avait constaté que des groupes de gens au Brésil s'étaient vraiment mis en œuvre à côté des politiques, pas à leur place. Hein. C'était pas un truc révolutionnaire, rien du tout. C'était, on se prend en main sur, tiens, par exemple, la déforestation. Vous voyez, je ne fais pas exprès d'en parler, mais il se trouve que c'était autour de la déforestation, ou des incendies, ou des choses comme ça, etc. Or, ce qu'on constatait en général, c'est qu'en cas de catastrophe de n'importe quel type de nature, parce que là aussi, j'avais une association qui s'appelait risque naturel, ou catastrophe naturelle, j'ai enlevé tout de suite le mot naturel. On parle de tout type de catastrophe, enfin, sauf militaire, hein, parce qu'on était totalement incompétents sur les actes de malveillance, disons, donc on parlait des actes de, on va dire, de négligence, de bêtises, enfin, de bêtises habituelles, si je peux dire. Mais ce qu'on constatait, c'est que ce soit en termes de prévention, de secours, enfin d'urgence, etc., de réparation, les populations sont des sujets, enfin sujets au sens ancien, c'est-à-dire elles sont soumises aux décisions publiques, des experts, etc. Et l'opinion publique, elle est vaguement consultée. Du coup, un petit mot, je voulais développer cet exemple, mais je n'aurai pas le temps. Il y a eu tout un débat autour de l'enterrement des déchets nucléaires, ce qui n'est pas rien, demi-durée de vie, pour certains, c'est 100 000 ans, c'est pas 10 ans ou 20 ans. Et dans 100 000 ans, on ne sait pas qui sera là, si on aura mémorisé tout ça, on ne sait pas. Donc vous avez entendu de Bure, c'est en Meurthe-et-Moselle, je ne sais plus, enfin, c'est dans l'Est, c'est pas Bure-sur-Yvette, rassurez-vous. Bon. Et donc, bon, il y a un projet d'enfouissement qui est déjà assez vieux, et je ne sais pas bonne année, enfin bonne année depuis quelques mois, je suis dossier pendant des années, mais plus récemment. À un moment donné, il était question de faire un moratoire là-dessus, puis de suspendre, puis d'étudier plus à fond, etc. Parce qu'il faut l'étanchéité des caissons, enfin, je ne vais pas entrer en détail technique, on a fait un rapport entier là-dessus, hein, dans l'association. On concluait qu'il ne fallait pas se presser, justement. Il ne fallait surtout pas, dans l'immédiat, se mettre à enterrer les déchets. Alors, à la fois les gens de l'ADEME, et parmi nous, il y avait un ancien président de l'ADEME, c'était assez rigolo, il est parmi dans mon groupe de travail. Qui défendait le point de vue qu'il fallait enterrer assez vite, parce que le danger risquait, etc. De l'Andra peut-être. De l'Andra, pardon. Vous savez, j'ai pas de tête. Hein. Andra, Adèle, tout ça, c'est pareil. Bon. Donc c'était l'Andra, effectivement, Yves Le Bars. Bon. Et donc, lui, ça c'est rigolo, parce que sur ce sujet, on travaillait en groupe de 15 ou 20 personnes. Hein. Bon. Et on avait 2 rapporteurs sur chaque sujet. Et lui, il avait voulu absolument être rapporteur sur celui-là. Il a dit, mais Yves, t'es quand même assez mal placé. Et contre, il y avait, j'ai oublié qui d'ailleurs, enfin, je n'ai pas envie de nommer, disons plutôt, qui était à boulet rouge contre ça. Bon. Mais ce qu'on constatait surtout, c'est qu'il y avait eu un débat public là-dessus, hein, donc dirigé par je ne sais plus qui n'a pas pu avoir lieu, hein, dans le cadre de la communication nationale des débats publics, hein, qui était présidé jusqu'à il y a 2 mois par l'ERIT. Maintenant, c'est Chantal Jouanneau qui est assez musclée. Hein. Je pense que la CNDP va prendre un peu plus de relief, à mon avis, hein, parce qu'elle est quand même assez intransigeante et assez costaud. Bon. Et donc, je ne dis pas de mal de l'ERIT en disant ça, mais lui, il laissait un peu filer. Bon. Et ce débat n'a pas eu lieu. Donc, à la place, il y a une conférence citoyenne dirigée par Marie-Angèle Hermite, qui est sociologue, juriste, retraitée maintenant, enfin bon, et qui a prisé ce débat, mais elle a aussi extrêmement déçu des conclusions, même de cette conférence citoyenne. Pourtant, elle a passé 6 mois là-dessus, enfin, elle m'en a parlé en long et en large, j'ai vu son rapport et tout. Bon, c'est pas concluant. C'est-à-dire que dans un pays où on n'a pas de culture débat public, in fine, c'est ça que je voulais dire. Vous voyez, en France, on en parle. Ah oui, enquête publique, débat public, consultation par-ci, par-là, etc. Mais même, prenez le CSE. Le CSE, c'est quand même le Conseil économique, social et environnemental, qui est inscrit dans la Constitution. Hein. Il fait partie des autorités publiques. Il est dans la Constitution, donc c'est quand même pas rien. Hein. On peut supprimer l'ANDRA, l'ADEME, on peut supprimer les ministères, mais le CESE... il sort qu'elle est consultative. Mais ces rapports ne sont pas lus, tout le monde s'en fout complètement. Enfin, j'exagère à peine, mais qui va s'en occuper? Ils n'ont aucun pouvoir, pas quelque chose qui est très très fort. L'ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire, elle a un rôle de police. Police, ça veut dire quoi dans ce pays? Ça veut dire qu'elle peut interdire une installation de fonctionner. Elle peut exiger qu'on démantèle. Alors là, évidemment, ça sera plus compliqué parce que pour démanteler, il faut demander l'autorisation des ministères de tutelle, parce que là, ça impacte tout le territoire, etc.
Mais elle peut faire stopper pendant 6 mois, 1 an ou 10 ans une centrale. Elle peut. Et il n'y a pas de recours. Les gens ne peuvent pas se retourner vers la Cour de casse ou le Conseil d'État ou le Président de la République. Ils ne peuvent rien du tout. Tant que la SN ne sera pas satisfaite. Donc ça, c'est une vraie autorité administrative. Mais en France, il y en a 5-6 comme ça, pas plus. Il y en a une cinquantaine qui s'appellent comme ça, mais qui ne sont pas des autorités, c'est des conseils. Et le SESE, sans vouloir offenser sa noblesse et sa dignité, il n'a aucun pouvoir de quoi que ce soit. Hein. Il a une petite influence parce que ses membres sont en général des gens connus, éminents, de qualité, etc. Bon, mais ça s'arrête là. Parce que l'opinion publique dans ce pays, c'est quelque chose d'anecdotique. Elle n'est rien face au pouvoir public. C'est mon humble opinion, qui n'est pas publique, qui est privée en l'occurrence. J'ai juste une question sur la manière d'évaluer le coût des catastrophes. C'est-à-dire qu'en général, les catastrophes, c'était évoqué par le précédent conférencier, impactent surtout les populations fragilisées. On le voit partout, sur la New-Orléans ou ça a été évoqué avec les ouvriers qui ont dû déménager, je ne sais plus si c'était à Blois ou quelle ville, où la catastrophe constructive de la réhabilitation d'habitats à Saint-Lô, à l'occasion justement de la catastrophe insomniaque, les premières populations impactées sont les populations pauvres en général, ou mal situées, ou etc., qui ont justement construit en zone inondable, etc., ou en bordure d'aéroport, qui reçoivent les avions qui tombent. Et donc, comment on évalue le coût des catastrophes? Simplement, est-ce qu'il y a des liens entre les analyses de coûts et les statuts des personnes impactées, par exemple, statut social? Alors je ne vois pas le fil conducteur de la question, mais pour évaluer les coûts, généralement on va se retourner en fait vers les assureurs qui ont pas mal d'informations pour savoir combien ont pu coûter en fonction des indemnités qu'ils ont pu verser justement aux personnes qui étaient impactées. Après, de dire que souvent ce sont des personnes qui sont plus vulnérables qui sont impactées, j'aurais pas tendance à généraliser comme ça. Enfin, j'ai des exemples aussi, notamment que je n'ai pas projeté, mais sur l'ouragan Sandy qui a touché la ville de New York. On a des événements catastrophiques qui se produisent aussi dans les pays développés. Simplement, un des facteurs favorisants pour se relever plus rapidement, c'est d'avoir les moyens économiques et humains de se relever. Et donc les catastrophes qui sont générées suite à ces événements peuvent faire peut-être moins parler dans les pays développés parce qu'ils ont les capacités de pouvoir se relever plus rapidement. C'est pas non plus généralisable parce que ce qui s'est produit au Japon, c'est quand même un pays qui est extrêmement développé. Ça a des conséquences catastrophiques. Réacteur nucléaire, on va mettre des années et des années avant de pouvoir construire peut-être une cloche protectrice pour pouvoir maîtriser le risque de radioactivité sur le secteur. On a des choses qui peuvent se produire également dans d'autres pays développés. Les pays en voie de développement, par contre, du fait de l'impact du changement climatique, vont sûrement être plus impactés à l'avenir et plus contraints. C'est vrai qu'on risque de voir un certain nombre de migrations qui vont être liées à des impacts du changement climatique qui vont principalement impacter les pays en voie de développement du Sud. Je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais j'ai essayé de répondre aux deux aspects de la question. Oui, on va savoir si on avait des données techniques. Je vais dire un mot. Alors, je vais répondre indirectement, comme je fais souvent. Là aussi, c'est bien personnel. Toujours dans la petite association, là, on a association agréée au niveau national et tout, quand même, petite par ses forces vives. On était une dizaine à travailler, une quinzaine, un peu plus. Il était question qu'il y ait un observatoire national des risques naturels, je crois d'ailleurs, parce qu'il y a une erreur. Il fallait un observatoire national des risques tout court, ou au moins ce qu'on appelle naturel et technologique, au moins. C'est toujours pas fait. Bon, ne serait-ce qu'effectivement avoir des chiffres et données, mais les assureurs ne veulent pas les donner, ne veulent pas les communiquer. Donc d'un côté, plusieurs ministères, dont celui de l'environnement, je ne sais plus comment il faut l'appeler, la transition écologique n'a pas assez propres statistiques, effectivement, qui sont centralisées au commissariat général de plan durable ou à d'autres services, et face à le CEREMA doit avoir aussi sa façon. Et d'un autre côté, il y a les statistiques des assureurs.
eh bien, autant les nôtres, si j'ose dire, celles de l'État, sont publiques par obligation, autant celles des assureurs, ils les délivrent s'ils veulent. Vous voyez. Donc l'estimation des coûts réels globaux, parce qu'il n'y a pas... Eux, leurs coûts, c'est les coûts d'indemnisation, le reste, ils s'en prennent pas complètement. Donc tout ce qui n'est pas indemnisé ou indemnisable, ça ne compte pas. Et tout ce qui est impact indirect à terme, y compris les coûts qui ne sont pas forcément monétaires. Il y a des coûts d'économie non monétaires. Enfin, il n'y a pas besoin d'être économiste pour comprendre ça. Donc, ça passe à l'as. Donc l'impact, par exemple, je prends un seul exemple, mais énorme, Tchernobyl, ah oui, l'impact économique, oui, ça va être important, etc. Ah oui, ça a fait chuter l'Union soviétique. Ah tiens, c'est rien ça. Vous voyez, bon, c'est ça le vrai impact de Tchernobyl. C'est pas moins que ça. Je veux dire, il aurait peut-être duré 10-15 ans, enfin, je ne suis pas devant, mais que ce soit les sociologues, historiens, enfin, qui voudraient, politologues et tout, qui ont étudié ça, de près, Tchernobyl a été vraiment la fissure dans tout l'Empire soviétique. C'est ça, c'est pas autre chose. Et c'est pas mesurable.